Alors je voudrais justement d'emblée remercier l'Assemblée pour ses premières questions et sans transition aborder la question... Oui, ah, il y en avait une, excusez-moi. Ah, toutes mes excuses, je vous en prie. Buonasera, monsieur le député. Je voudrais revenir sur l'autonomie. Le président, je dis tu, je peux te dire tu, parce que j'ai un fils qui me marche pas. Hein. Alors donc, j'ai le droit. Voilà, sur l'autonomie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur l'autonomie, et il y en a une des choses qui fait soulèvement là-dessus, c'est la lingua corse. Est-ce que tu crois que le gouvernement actuel acceptera de mettre la lingua corse dans la convention? Deuxième question. Vous voyez, j'allais y venir, hein, ça allait être... Ah bon. Ensuite, il y a... Oui, tout à fait, absolument. Sur la suite, c'est sur l'affaire Erignac et Ivan Golona. Ivan Golona était notre ami, ainsi qu'à toute ma famille. C'était un ami. Et Ivan Golona n'a jamais tué personne. Déjà de une. Deuxièmement, ils ont remis en cause le balisticien. Tu t'en souviens, je crois. Hein? Ils ont dit que le balisticien avait dit qu'Ivan Colonna mesurait 1,72 m, qu'il en faisait 1,70 m, et que le préfet mesurait plus d'1,80 m et qu'il ne pouvait pas tuer le préfet. Ce n'était pas possible. Ensuite, ils n'ont pas pu dire où se trouvait Ivan Colonna. Ils n'ont jamais retrouvé d'armes. Et tous les 3 procès qu'ils ont faits, ils étaient à charge. C'est bien ça, hein? Pour moi, c'était ça, ils étaient à charge. Donc, je me posais la question là-dessus, parce qu'il y en a certains qui l'ont accusé, parce qu'on les a poussés, les gouvernements successifs les ont poussés à dire que c'était Ivan qui était l'assassin, alors que ce n'était pas vrai. Déjà, il y avait Alessandri, qui faisait partie du complot, et Ferrandi. Ferrandi a toujours dit non, c'est pas Ivan. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est quelqu'un qui est extérieur à la Corse. Il y a un livre qui est sorti en 2007, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est Messan qui a fait ce livre. Et qu'il a bien dit que Ivan Colonna était innocent et qu'il avait des preuves que c'était fait par des gens du gouvernement et qu'ils avaient placé cet assassin en dehors de la France et qu'il avait mis comme gardien sur le groupe F. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Bon. Ensuite, de dire, comme l'a dit notre amie Christine, c'était quelqu'un d'intègre. Il m'a fait, et ce qu'il m'a fait, c'est incroyable. Il m'avait dit, toi, ta femme est corse, tu es corse. Voilà. Ça reste comme ça. Et maintenant, il a dit, tu vas commencer à apprendre le corse et à m'écrire en corse. Je préfère qu'on m'écrive en corse. Il était comme ça, Ivan. Hein. Alors donc, je te pose une question qui va peut-être soulever un peu des machins. Il a eu 3 procès à charge, plus le truc du procès qui a eu lieu au lieu. Et est-ce qu'on peut faire revenir l'accusation d'assassinat sur Ivan? Est-ce que c'est possible? Voilà. Déjà, dans un premier temps pour l'autonomie, est-ce que c'est possible d'avoir la lingua corsa dans la convention? On va prendre également la prochaine question. Oui, moi je voulais demander, ce Franck Langabé, là, qu'est-ce qu'il est devenu? Et vous l'avez pu l'interviewer, si j'ose dire. Et j'allais dire, on va prendre peut-être la question encore suivante. Buonasera a tutti e tutte, bonsoir à toutes et tous. Je suis Doumène Sagou do Partito Occitan, donc Occitan, Provençal. Et bon voilà, je suis Doumène Sagou du Parti Occitan, je suis autonomiste, les mots ont leur sens. Je suis également membre de Région Un Peuple Solidaire, qui a une fédération de partis autonomistes et régionalistes, qui a la chance de compter parmi ses élus et députés Jean-Félix Aquavive, et d'avoir la chance d'avoir comme directeur également Peire Costa, qui est tout en bas et que je salue de loin. Je voulais juste faire 2 remarques et poser 2 questions très directes. 2 remarques, je me permets de dire très rapidement, de redire ce que j'ai eu l'occasion de dire par 2 occasions à Corte et en Corse. Nous avons été, nous sommes et nous serons toujours aux côtés de nos amis et camarades corses, quelles que soient les épreuves, quel que soit leur combat, et puis surtout dans notre combat commun. Un deuxième point sur lequel je ne veux pas m'étaler, mais parce que c'est vrai que ce que Jean-Félix a dit tout à l'heure m'a beaucoup choqué.
Je suis un ancien pratiquant des sports de combat. 15 minutes de combat, c'est une éternité, c'est horrible. Je ne pensais pas que le délai ait été aussi long, c'est une éternité. Ces deux remarques étant faites, j'ai deux questions très directes. Dans le temps long, est-ce que vous pensez, vous qui avez eu accès à un certain nombre d'éléments, je ne vous demande pas de lire dans le marc de café, ni d'émettre une opinion subjective, mais au vu des éléments que vous avez pu voir, que vous avez pu constater, est-ce que vous pensez qu'aussi bien dans l'affaire du meurtre d'Ivan Colonne que dans celle du préfet Erignac, dans le temps long, je dis bien, est-ce qu'on pourra un jour savoir, est-ce qu'il y a selon vous matière à approcher de la vérité dans ces deux cas de figure? J'insiste sur le temps long, je ne parle pas d'une immédiateté. Est-ce qu'un travail, plus tard, quand les passions seront retombées, permettra d'avoir cette information? Alors je rappelle justement les questions. Donc la première question qui anticipe finalement, et c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça, la langue corse, langue officielle, qui est une revendication également, on peut dire, des nationalistes sur la co-officialité dans la Constitution française de la langue corse. Monsieur le député. Alors, je peux me permettre, je vais peut-être répondre d'abord sur parce que les trois autres on va faire la même histoire. Absolument, ils sont sur la même direction. À Ivan Colonne, à Franck Elongabé, parce que vous avez posé la question, à la fois au procès et ensuite pour finir sur la langue et la transition sur le statut d'autonomie. Bon, je commencerai sans ordre, hein, mais sur le dernier point, si Ivan Colonne a été assassiné par ceux qui, en gros, ont voulu dire, je suis très dur et très cynique quand je vais parler comme ça, mais évidemment, ça n'enlève rien ni l'attachement que la famille d'Ivan Colonne, ni à lui-même, un à un balle au centre. C'est un peu ça, un peu la conclusion de l'histoire, quand on pense à cette hypothèse éventuelle. C'est l'hypothèse de ceux qui n'ont jamais pas fini la guerre. Parce que la cause sacrée, quand on développe psychologiquement, à travers les discours politiques qui nous ont été tenus, soit à des moments clés symboliques, le discours d'Emmanuel Macron de février 2018, 20 ans après, ou avant, parce qu'il y a eu des discours avant, ou pendant les couloirs des discussions, celles que je vais évoquer. La cause sacrée, ça veut dire, on a touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher, c'était un des nôtres, c'est un discours de guerrier. Quelque chose qui doit être vengé, c'est l'exception qui confirme la règle au droit, en quelque sorte. Donc, si on arrive à l'hypothèse, ça veut dire un à un balle au centre. Mais ceux qui ont voulu faire ça n'ont pas empêché que finalement, Ivan Colonne et Erignac sont liés dans l'histoire de la Corse. En gros, en voulant faire en sorte que lorsqu'on allait discuter des prisonniers, on nous mettait d'abord les deux premiers, Pierre-Alessandre Léférande. Ivan Colonne, c'était celui dont il ne fallait même pas citer le nom dans la discussion. On parlait des deux. Non, il y en a trois. Non, les deux, vous dites. C'est-à-dire que même dans l'implicite de la discussion informelle, c'était 2 et 1. 2 et 1, toujours. J'insiste sur ce point, parce que ça, c'est pas un témoin, c'est moi. Ça. Donc c'était psychologiquement, dans le rapport de force politique, c'était lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc ce cheminement-là, je l'ai vécu intellectuellement, et qui fait que si c'est l'hypothèse, effectivement, ça alimente encore plus, avec les faits que j'évoquais, les zones d'ombre, cette possibilité forte, probable en tout cas, très probable, oui, je prends des gants, hein, mais pour être le plus objectif possible, même si j'ai ma conviction évidemment profonde, le fait qu'il y ait un cheminement à ça, mais même ceux-là n'ont pas empêché que Ivan Colonne restera dans l'histoire de la Corse. Ceux qui voulaient même plus citer son nom, s'ils ont fait ça ou s'ils ont conduit à ça, ont fait en sorte que, qu'ils le veuillent ou non, le 6 février 1998, quel que soit ce que sera l'histoire, les hypothèses ensuite, et le 2 mars 2022 sont liés à jamais dans l'histoire de la Corse. Ça, c'est un premier point symbolique et historique important. Le deuxième point, c'est que je pense, c'est une conviction, je peux me tromper donc, pour être rentré dans le jeu des interrogations et les faiblesses des acteurs des fois face aux questions, je parle de la commission d'enquête, je pense que l'histoire longue fera qu'on saura. Ça, c'est ma conviction. Je pense que l'histoire longue fera qu'on saura. Que ça deviendra une vérité avérée, comme
est devenue aujourd'hui une vérité avérée, alors que c'était nié jusque-là, qu'il y a bien eu une gestion politique du statut d'EPS et d'empêchement de rapprochement des bancolores. Cette commission d'enquête parlementaire vient au moins conclure politiquement, de manière unanime et consensuelle, ce que niait l'ensemble du président de la République, l'ensemble des gardes des Sceaux, l'ensemble des corps de l'État jusque-là. C'est devenu un fait avéré. Preuve en est, Pierre-Alexandre Alain Ferrand ont été rapprochés, aménagement de peine, et un des deux d'ailleurs a été libéré et ne rentre plus en prison. Donc je pense que l'histoire longue permettra de ça. Comme, je réponds à la deuxième question sur les procès, si l'histoire longue fera un retour, prolongera. Je veux dire, Yvan Colonne appartient à l'histoire de la Corse. Si on prend du recul et si on essaie d'avoir le moins d'émotions possible, c'est un personnage qui attire beaucoup de réflexions. On a déjà été approché par beaucoup de journalistes d'investigation, par des gens qui vont vouloir faire des documentaires, donc il y aura un travail certainement qui se fera par un ensemble d'acteurs. Et on reviendra certainement sur les procès. Bon, pas besoin de sortir l'école d'avocat de Saint-Cyr de l'ENA pour savoir d'ores et déjà que les procès ont été faits à charge, et qu'un des aveux, c'est même le troisième procès, alors qu'au deuxième procès, il est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Le troisième et dernier procès, il est condamné à la perpétuité, entre guillemets, simple, autrement dit à 18 ans de peine de sûreté. Et d'ailleurs, ce qui concourt à alimenter la troisième hypothèse la plus haute, c'est qu'en mai 2021, donc 6 mois avant, pas 6 mois, ça fait 10 mois avant les faits, il était sorti de sa peine de sûreté. Donc, aménageable. Pas rapprochable, aménageable. Bon, voilà. Donc je veux dire par là que ces choses-là me paraissent évidentes. Franck Elongabé, on sait qu'il est à la santé. Voilà. Nous avons décidé de ne pas l'auditionner. Pourquoi ? Parce que ça aurait rempli une fonction médiatique d'attractivité sur la commission d'enquête. Après, on peut critiquer ce choix. Hein. Moi, je peux entendre dire vous auriez dû le faire. Hein. En tout cas, ça a été un choix qu'on a assumé, que j'ai assumé. Mais on aurait eu affaire à un individu qui aurait joué de sa tribune. Et je ne crois pas que face à nous, ça aurait donné quoi que ce soit. Donc on a préféré aller dans les entrailles des à côté d'Arles, de l'administration, du politique, des logiciels de renseignement, du renseignement, pour aller le plus loin possible, pour encercler le sujet et arriver dans un entonnoir. Je pense qu'on a été plus utile à la manifestation de la vérité comme ça que de l'interroger. Bon, après, évidemment, s'il arrive quelque chose à Franck Elongabé en prison, c'est pas une hypothèse. Non, mais, je veux dire, une hypothèse, je vais plus loin dans ce que je veux dire. Évidemment qu'en tant que président de la commission d'enquête, en écho, je me remémorerai toujours le propos de Jean-François Ricard, patron du parquet national antiterroriste, qui devant nous dit, vous savez, c'est quelqu'un qui est encore instable, il est à la santé actuellement, et il fait acte de violence, surtout à l'encontre de lui-même. Surtout à l'encontre de lui-même. Bon. Donc vous voyez, voilà pour Franck Elongabé. Sur la question de l'autonomie, pour faire la transition sur le sujet institutionnel. Absolument. La France est un pays très centralisé, je ne vous apprends rien. Mais ce que je dois dire de la fenêtre dans laquelle je me trouve, bon, je fais partie de... Bon, j'ai toujours été dans le militant nationaliste depuis que je suis en l'âge de réfléchir, parce que mon père l'était déjà. On va dire que c'est comme ça. Et mes parents, donc... mais lorsqu'on s'imaginait pouvoir accéder à quelque chose pour la Corse, quand on était militant dans l'opposition, avant qu'on soit élu, avant qu'on gagne des élections, je pense qu'on ne s'imaginait pas à tel point que même en gagnant des élections, largement, même en faisant 70% des voix, toutes tendances confondues, parce que 100% ça n'existait pas en démocratie, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 70%.
dans le fait démocratique, je parle, dans la démonstration de l'adhésion à une idée. Je ne m'imaginais pas, maintenant à la place qui est la mienne aujourd'hui, le caractère aussi profond culturellement du centralisme français. C'est de l'ordre du dogme, je respecte toute la religion, hein, ce que je veux dire, le dogme religieux. Et effectivement, même en l'état de notre parcours à nous, victoire électorale, mort d'Ivan Colonne, obligation de discussion, délibération de l'Assemblée de Corse le 5 juillet dernier avec un statut précis de plusieurs dizaines de pages d'autonomie, voté à 73% des élus. Une assemblée délibérante qui vote 73% un projet, ça ne se trouve pas beaucoup, et certainement pas à l'Assemblée nationale en ce moment. Eh bien, on est confronté au cœur du réacteur, c'est-à-dire l'incapacité à vraiment faire du compromis avec un fait démocratique aussi fort de la part de la République française jacobine. Et le sujet parmi les sujets qui est le plus difficile à traiter, effectivement, c'est la langue. Néanmoins, il y a quand même des possibilités. La peur du système français, c'est, bon, évidemment, un peuple, une langue, c'est à la fois politique, à la fois culturelle, à la fois dogmatique, la peur de sortir de ça, la peur de faire un pas de côté en considérant ou en admettant l'argument qu'admettre d'autres langues, c'est pas déliter la République. Il y a un raidissement, une crainte, une peur. Donc quand ils admettent la discussion, ils disent « Mais attention, pas de contagion. Hein. » Bon. Et puis, après, c'est un Macron qui vous dit dans son discours, c'est pour ça que la discussion continue, la langue dans l'enseignement et dans l'espace public. Autrement dit, il ne peut pas fermer la porte à un statut de la langue dans l'espace public. Et il ne l'a, dans la négociation d'ailleurs, pas fermé au sens factuel. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence. Ce qui fait avancer Emmanuel Macron sur ce cheminement-là, je parle lui, président de la République, hein, c'est d'abord qu'il est dans un deuxième mandat et qu'il a besoin de résultats pour finir ses mandats Macron, et que les réformes constitutionnelles, je ne parle pas que de la Corse, sont un sujet sur éventuellement, on pourra dire les années Macron, ça a été ça, ça, ça et ça. Comme nous sommes contre ce projet, mais comme l'a été pour lui les retraites, on pourra dire dans 10 ans, c'est moi qui ai fait la retraite, bien sûr on sera toujours contre son projet de retraite, mais je parle de son point de vue à lui. Donc il a besoin de marquer de pierre blanche sa fin de mandat. Mitterrand, c'était la pyramide du Louvre, c'était la Bibliothèque nationale, c'était les radios libres, c'était la décentralisation de 82, voilà. C'était la peine de mort, effectivement, la CSG avec Rocard, c'était tout ça. Les années Macron, aujourd'hui, on ne sait pas. Bon, c'est la retraite, même si j'étais contre, mais c'est la retraite. Et puis, il est forcément, on le sait, mobilisé par l'idée de finir son mandat. Donc, c'est un paradoxe, ce que je dis. Mais la Corse fait partie des points éventuellement symboliques d'eux. Puis l'autre élément, c'est évidemment le rapport de force lié à la situation politique du pays. Il se trouve qu'on est aussi un caillou dans la chaussure, au sens de la capacité de nuisance démocratique et politique sur le terrain. Preuve en est, il pensait gérer la question corse de manière verticale malgré le fait démocratique. Or, l'explosion du mois de mars 2022 leur est venue en pleine figure. Autrement dit, c'était un problème qui n'était pas réglé et qui pouvait ressortir à n'importe quel moment. Donc ça, ils l'ont en tête. Et le deuxième élément aussi, c'est l'instabilité parlementaire. L'histoire de la motion de censure du groupe Elliott, auquel j'appartiens, a compté et compte encore beaucoup dans la balance. Parce qu'on est dans l'année et demie, pas plus, hein, pas plus, je ne suis pas en train de surévaluer notre groupe, mais on est dans l'année et demie où il y a 10, 15, 20 véhicules législatifs sur lesquels éventuellement on peut sortir, nous, une motion de censure gagnante. Donc, faire tomber le gouvernement. Donc, c'est du rapport de force démocratique. C'est pour ça que la question de la langue corse peut cheminer. Non, je ne crois pas qu'on ira à la co-officialité, malheureusement, pour un premier statut. Je ne crois pas. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que l'on puisse arracher un statut de droit de locuteur pour les langues corses ou pour les Corses sur leur terre qui avance sur le sujet.
Voilà. Ça, c'est pour la langue corse. Après, je pourrais m'exprimer sur le sujet plus autonomie pour législatif après. Ben, j'allais dire au contraire, oula, si ça fonctionne. Ah, il y a un petit harcèlement, c'est pas grave. Ben, j'allais rebondir effectivement sur les revendications dites des nationalistes, donc à savoir le statut de résident. Vous avez parlé de la co-officialité de la langue corse, et aussi vous avez anticipé, encore une fois, monsieur le député, vous avez bien fait, sur cette question qui est toute simple. Beaucoup de constitutionnalistes disent qu'effectivement il ne peut pas y avoir dans une constitution, donc c'est une des questions qui se posent, plusieurs peuples. Je pense que c'est une remarque qui a été faite. Je pense par exemple à Michel Verger-Franceschi, donc qui est professeur émérite des universités, et qui met en avant très souvent cette question-là. Donc justement, quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'on pourrait envisager une constitution qui fait mention d'un peuple corse et d'un peuple français ? Alors, premièrement, culturellement, je ne peux pas vous avoir dit ce que je vous ai dit tout à l'heure et vous dire que ça va être simple ou que ça va être facile d'avoir un peuple corse dans la Constitution du point de vue de ce qu'est la République jacobine et des états des forces en présence. D'accord ? Deuxièmement, élément de constat toujours, il n'existe pas de peuple dans la Constitution française, même pas dans le cas de Nouvelle-Calédonie. Dans la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de peuple. Le mot peuple n'existe pas. Une citoyenneté. Il y a des populations, il n'y a pas de peuple. Même pas dans le statut d'autonomie. Parce qu'en fait, la référence juridique, je parle juridique, hein, la plus haute en droit français qui s'aligne sur la notion d'autonomie législative comme l'ont à peu près les Sardes, les Siciliens, les Açores, les Baléares, c'est le statut de Nouvelle-Calédonie en droit français. Ce n'est pas la Polynésie française, c'est le statut. Je mets de côté les référendums d'autodétermination. Je parle du contenu du statut qui a vécu des accords de Nouméa-Matignon, qui a géré la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui. Je parle des statuts aujourd'hui. Le transfert du pouvoir législatif, l'autonomie législative, c'est le statut de Nouvelle-Calédonie. Même dans ce cadre-là, où il y a un transfert de pouvoir législatif à une assemblée délibérante, où il y a y compris des droits de préemption possibles pour les citoyens kanak, à l'emploi, au foncier, etc., il n'y a pas de reconnaissance du peuple. Vous voyez, pourtant, ici, chacun sait que la Nouvelle-Calédonie est l'accord politique par excellence, issu d'un conflit post-colonial, voulu par Michel Rocard, et sur lequel il y a eu une continuité de l'État, gauche et droite, jusqu'à ce jour, du moins. On verra comment ça finit, mais jusqu'à ce jour. Bon. Donc vous voyez à quel point c'est difficile. Il y avait la référence dans la Constitution française aux populations d'outre-mer. D'ailleurs, dans le préambule actuel de la Constitution est toujours mentionné les outre-mer comme le mariage des territoires d'outre-mer à la République et le respect de ce qu'ils décideront les outre-mer. Mais la notion de population d'outre-mer, donc ils pouvaient laisser libre cours à des droits spécifiques, pas à peuple mais à population, a été sortie de la Constitution. Vous voyez, donc on est sur ces questions-là. Après, si je vais sur la question du compromis politique éventuel que nous avons, Emmanuel Macron, le 29 septembre, et je peux vous dire que c'est un sujet juridique qui est sur la table, a avancé l'idée de reconnaître, je ne sais pas si on y arrivera, en tout cas c'est son affirmation à l'heure où on parle, une communauté, la reconnaissance donc dans le texte fondamental, d'une communauté linguistique, historique et culturelle que sont les Corses. Je vais être très pragmatique, c'est dire qu'il existe un peuple sans le nommer. Quand on dit qu'il existe dans le texte fondamental, les Corses sont une communauté culturelle, linguistique et historique, c'est les éléments d'un peuple sans le nommer. Si apparaît juridiquement dans le texte fondamental, c'est-à-dire au niveau de la réforme constitutionnelle, le fait qu'on octroie un statut d'autonomie en raison d'eux, en particulier en raison d'eux, il y aura des raisons d'insularité, forcément, île montagne. On voudra, en ce qui nous concerne, mettre aussi qu'on ait une zone transfrontalière. Pourquoi ? Parce que l'ouverture à l'Italie nous permet aussi d'aller sur le terrain de la langue, d'accord ? Au sens du droit possible à évoluer vers un statut. Mais si la notion de communauté linguistique, culturelle et historique, ça donne des droits. Ça donne des droits au sens de la loi. Des lois qui vont suivre. Après, ça ne veut pas dire qu'on les obtient, ces droits, dans la loi.
Mais ça veut dire que le Parlement les accepte. Mais ça veut dire que la barrière juridique pour laquelle on ne peut pas vous le donner dans la loi parce que vous n'êtes pas reconnu dans le texte n'existe plus. Et donc après, c'est un débat démocratique, un rapport de force démocratique qui n'est plus du rang de la Constitution, mais qui est donc des lois organiques et des lois ordinaires, y compris sur la question de l'accès au foncier, y compris sur la question linguistique, même si effectivement, ça ne gommera pas dans l'aspect linguistique. Si on nous reconnaît comme communauté linguistique, ça veut dire qu'en gros, on fait un pas sur la possibilité d'aller sur la langue, parce que ça veut dire ça, hein, clairement. Sinon, on ne dit pas communauté linguistique. Il ne faut pas penser que le président de la République dit ça au hasard. Hein. Ça, il ne faut pas le penser. Il ne faut pas prendre son adversaire pour un imbécile. Hein, voilà. Mais par contre, sur la langue, il y a quand même la prédominance de l'article 2. La langue de la République est le français. Pas dans le respect d'eux, dans le respect des langues régionales ou de l'utilisation régionale. Non, la République est le français. Donc il y a un côté unicitaire de l'article 2, mais qui devrait être contrebalancé, si on arrive à ça, à ce qu'il existe une communauté linguistique. Donc bien sûr, à ce moment-là, les jurisprudences et les juristes vont phosphorer. Mais ça ouvre la voie à des droits dans la loi. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que les choses... Moi, je suis profondément un étapiste. Ah, bien sûr, il faut que l'étape soit suffisante. Il ne s'agit pas de se vendre pour un plat de lentilles. Hein. Ce n'est pas le sujet. On a une période historique de la Corse qui fait que d'où nous venons, en général, et suite de surcroît à ce qui s'est passé l'an dernier, il faut que le point d'équilibre soit suffisamment haut, qui permette des évolutions par la suite, par étapes, qui fassent que l'évolution statutaire, si elle arrive, permette de mordre rapidement sur des sujets sur lesquels les Corses doivent avoir la maîtrise. Par exemple, la spéculation foncière immobilière. C'est bien une priorité en la matière, c'est bien ça, et la fiscalité du patrimoine, la question des successions. Ça, ce sont des sujets qui sont liés d'ailleurs, hein, sur le foncier, le bâti, le droit au logement. Bon, voilà. Hein. Je vous prends l'exemple de l'égalitarisme à la française. Quand on pose ce sujet-là, on nous dit, et on veut bien y aller, hein, on dit, oui, vous comprenez, ça n'existe pas qu'en Corse, cette spéculation foncière immobilière. On dit, oui, c'est vrai. Ça existe au Pays Basque, ça existe en Bretagne, ça existe même en Île-de-France, dans des quartiers, oui, effectivement. Les Airbnbisation existent à Chamonix, à Saint-Tropez. Moi, je me suis entendu dire par la mairesse de Saint-Tropez dans une réunion sur le logement, les Saint-Tropéziens n'arrivent pas à se loger chez eux. Le maire de Saint-Tropez, le maire de Chamonix, pareil. Et on était là pour dire, mais nous, on est solidaires de ceux qui se font déloger par la spéculation et par la Airbnbisation. Par contre, quand on va dans le détail, sur la possibilité d'avancer d'abord sur des mesures spécifiques, on leur dit, mais attendez, les mécanismes sont les mêmes. Mais l'intensité n'est pas du tout la même. D'abord, la Corse est une île-montagne. La rareté foncière est plus forte qu'ailleurs, par nature. Par nature. Sauf à raser des montagnes, la constructibilité est limitée par nature. Deuxièmement, il y a le zéro artificialisation nette. On va de moins en moins construire en extension et on va densifier. Ça, c'est la règle générale française qui s'impose à tous pour des raisons de changement climatique. Deuxième élément. Troisième élément, le prix de l'immobilier croît en Corse 2 fois plus vite que sur le continent. Le prix à bâtir en 10 ans a augmenté de 135%. Moyenne française, c'est 65% en croissance. Autrement dit, le bolide va 2 fois plus vite. Il va 200% plus vite. Le revenu des insulaires, c'est 1 Corse sur 5 sous le seuil de pauvreté et la classe médiane, 10 à 15% avec des revenus moins élevés que le revenu médian des régions françaises, en moyenne. Donc le pouvoir d'achat plus faible. Une attractivité de demande externe très forte, la Corse est belle, on veut y acheter. Des outils fiscaux qui augmentent cette capacité, qui fait que on a un crédit d'impôt de 30%, on achète à nuit en Corse, on loue d'un point de vue saisonnièrement parlant, touristiquement, et au bout de 6 ans, on revend, et il n'y a pas d'impôt sur la plus-value immobilière. Autrement dit, c'est un jackpot qui augmente le prix de l'immobilier, et le taux de croissance du prix augmente de manière exponentielle. Donc on est face à une situation qui n'est pas du même ordre. 80% des transactions immobilières sont concentrées sur 35 communes. Il y a 365 communes en Corse. 35 communes. À Porto Vecchio, par exemple, on a construit en 10 ans
4 fois le centre-ville, en extension. Au règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire que sur ces 35 communes, toutes sont au règlement national d'urbanisme, qui donne le permis à la fin de ces extensions? C'est le maire. C'est le préfet. C'est-à-dire qu'en Corse, contrairement à ailleurs, la dérogation à la constructibilité au règlement national d'urbanisme, qui est une dérogation en extension, en discontinuité de bourg, a été non pas l'exception dérogatoire, mais la règle. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui n'existent pas ailleurs de cette façon-là. Voilà, c'est pour vous dire comment, au fond, malgré tous ces arguments objectivés, vous avez toujours pour dire « Ah mais non, pas de mesure spécifique, l'égalité devant la loi ». On répond « C'est plus l'égalité, c'est l'égalitarisme devant la loi ». L'égalitarisme oppressant. Parce que comme vous ne voulez pas prendre la mesure spécifique qu'il faut fiscalement pour taxer les transactions mobilières, pour permettre un droit de préemption renforcé dans certaines zones pour récupérer des terres à des fins de logement par l'Assemblée délibérante de la Corse qu'on vous demande, ou pour faire des statuts de résidents par zone, c'est que votre égalitarisme nous laisse entre le marteau et l'enclume de cette situation. Donc la loi générale n'est plus garante de l'égalité en droit. Et à force d'avoir une loi égalitariste sur une norme qui ne correspond pas à cette réalité, vous créez les conditions d'un fossé de plus en plus grand entre la Corse et la République française. Donc c'est le cœur de la discussion se situe sur des enjeux comme ça. Malgré cela, on a une discussion où il y a fort à faire. Alors bien sûr, face à l'appareil d'État, vous avez aussi des femmes et des hommes de bonne volonté, fort heureusement. Il y a des convergences qui s'opèrent. Aujourd'hui au Parlement, grâce au travail d'RPS, grâce au fait qu'on a fait un groupe parlementaire LIOT qui représente les territoires, l'autonomie de la Corse, ça ne fait aussi pas peur, plus peur dans des rangs du MoDem, dans des républicains un peu intelligents, dans des rangs du socialiste, alors qu'il y a 20 ans, 25 ans, c'était, je dirais, quelque chose qui idéologiquement pouvait faire encore plus peur qu'aujourd'hui. Voilà, l'eau passe dans le mur, et le mur va s'effriter par la démarche. Mais nous sommes à un moment, de ce point de vue-là, de point d'équilibre à retrouver qui fasse qu'on ne doit pas manquer ce rendez-vous. Alors j'allais dire, le temps jouant contre nous, je vais sans transition laisser la parole à l'Assemblée, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des questions sur justement cette actualité politique. Je reprends votre expression, monsieur le député, vous parlez d'étapes. Je reprends aussi, j'allais dire, des éléments d'entente. J'ai souvenir d'une entrevue de Jean-Guy Talamoni, actuel président de l'Assemblée de Corse, qui disait que l'idée était sur 10 ans de poser les jalons, je le cite, hein, c'était son expression lors d'une entrevue, de poser les jalons par le biais des autonomistes en vue d'une indépendance de la Corse. Hein. Donc je voudrais laisser la parole à l'Assemblée s'il y a des questions sur justement cette actualité politique depuis le 28 septembre 2023.